Vous regardez la RTG Koulouma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition à la une de l'actualité. Le chef de l'État est arrivé à Jakarta, c'est en Indonésie. Professeur Alpha Condé doit prendre part au 12e Forum économique islamique mondial. L'événement aura lieu du 2 au 4 août prochain. Sanassi Keita, envoyé spécial. Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Cette ville du plus grand pays musulman au monde en termes de démographie va accueillir du 2 au 4 août 2016 la 12e édition du Forum économique islamique mondial, avec pour thème la croissance de la décentralisation et l'autonomisation des affaires futures. Le président de la République, qui est arrivé ce dimanche 31 juillet 2016 ici à Jakarta, a été accueilli par plusieurs Guinéens vivant dans cette capitale indonésienne. Ces assises de 3 jours de Jakarta ouvriront donc leurs portes ce mardi 2 août 2016 avec notamment la présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernements et représentants d'entreprises venus du monde musulman. Dans le reste de l'actualité, c'est ce lundi que s'ouvre à Conakry les réunions statutaires de la zone monétaire ouest-africaine ZMAO. Les travaux vont réunir des représentants des pays membres. Déjà, le comité technique de l'Agence monétaire d'Afrique a bouclé sa réunion de Conakry, 29e du genre. Explication à la Santiago Barry. Cette réunion ordinaire conjointe du comité technique de l'AMAO s'ouvre à Conakry dans sa 29e édition. L'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui a son siège à Freetown, est un instrument de la CEDEAO spécialisé dans la coopération monétaire pour l'intégration économique. Nous venons à ces réunions techniques pour faire le point sur l'état d'avancement des programmes qui ont été convenus par les chefs d'État et de gouvernement. Les réunions techniques regroupent les représentants des banques centrales, des ministères des Finances, qui viennent statuer sur les rapports produits par l'AMAO concernant la mise en œuvre du programme de coopération monétaire. La rencontre du comité technique vient donc en prélude aux réunions statutaires prévues à Conakry et qui ont pour but principal l'évaluation de l'état de la mise en œuvre de ce programme de coopération monétaire ainsi que ses résultats. Au niveau de la CEDEAO, la région a affiché un taux de croissance de 3,2% en 2015 contre 6,6% en 2014. Cela constitue un net ralentissement qui est dû essentiellement à l'impact de la chute des prix des principaux produits exportés qui a affecté le niveau des revenus et par ricochet la consommation et l'investissement privé dans certains pays de la région. La présente rencontre technique se tient cette année dans un contexte de faible croissance dans la sous-région terriblement marquée par les conséquences du passage du virus Ebola. Par ailleurs, ces évolutions doivent nous amener à approfondir la réflexion sur la diversification de nos économies et le renforcement de notre résilience face aux chocs exogènes. Je ne doute pas qu'au cours de ces travaux, de telles réflexions seront menées en vue de faire de pertinentes recommandations de politique économique à même de relever les défis. L'objectif final de la CEDEAO est la création d'une monnaie unique. C'est dans le but d'accélérer ce processus que fut initiée l'intégration préalable des pays à monnaie autonome que sont la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. C'est officiel, les comptes nationaux 2012-2013 sont connus. L'Institut national de la statistique a rendu public les chiffres. Les résultats révèlent que l'économie guinéenne est 43% dominée par le secteur tertiaire. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international saluent la publication de ces comptes nationaux. On fait le point avec Bernard Tonguino. Après plusieurs années de collecte de données, l'Institut national de la statistique présente les comptes nationaux 2012-2013. Des chiffres qui permettent d'évaluer le PIB, produit intérieur brut, de la Guinée. Au cours de cet atelier, les représentants de la Banque mondiale et du FMI saluent le travail accompli. Pour nous, c'est un grand plaisir
de savoir effectivement que l'INS et les autorités guinéennes ont mis tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Et nous nous en réjouissons énormément et nous les en félicitons. Le PIB de la Guinée montre l'amélioration du taux de croissance. L'Institut national de la statistique s'engage à mettre à jour le calendrier des autres comptes nationaux d'ici à la fin 2016. Pour l'exercice 2012-2013, l'INS, avec les données qu'il a pu collecter auprès de chacun d'entre vous, a estimé le PIB de la Guinée à peu près 50 000 milliards, voire même 51 000 milliards de francs guinéens en 2012 et 56 000 milliards de francs guinéens en 2013, ce qui donne un taux de croissance de l'ordre de 4% en 2013. Avec la publication des comptes nationaux 2012-2013, la Guinée amorce le processus de régularisation des statistiques économiques, un processus qui permet le suivi et l'évaluation des politiques et programmes économiques et financiers du pays. Dans la commune de Ratoma, des travaux d'urgence sont en cours sur le vieux pont de Kobaya. Ce pont qui relie les quartiers Kobaya et Lambagné est inondé pendant la saison pluvieuse à Conakry. Et le ministère des Travaux publics s'active à corriger cette situation pendant cette période des grandes pluies. En Soumani Toumani Kamara nous fait le point. Dans la haute banlieue de Conakry, entre les quartiers Lambagné et Kobaya, ce fonds de fortune crée d'énormes difficultés aux usagers. Avec ces fortes précipitations sur la capitale, l'ouvrage est inondé et l'embouteillage se forme dans les deux sens de la route. Ces travaux en cours visent à améliorer la fluidité de la circulation et mettre les citoyens à l'abri de tout risque. De dégazer la boue qui est là, 200 mètres de l'autre côté et 200 mètres aussi par là, afin d'éviter la montée de l'eau. Et après le dégagement des 200 mètres des deux côtés, nous allons essayer aussi de mettre des murettes ici là pour éviter la montée de l'eau en cas quand il y a une forte pluie, pour ne pas que l'eau déborde pour barrer la route à la circulation. On nous a demandé de se déployer urgemment et afin que nous puissions voir les solutions qu'il faut pour au moins maîtriser la situation en cette saison des pluies. Des travaux de recalibrage au pont de Kobaya font suite à une visite ministérielle sur les lieux. Pour les riverains, cela prouve que l'État tient compte de leurs préoccupations. J'ai parlé même pas 4-5 jours. J'ai adressé directement le ministre de venir regarder au pont de Kobaya. Même pas 4 jours, le ministre aussi, il a déjà venu directement lui-même pour regarder le terrain et il a envoyé directement l'équipe pour nettoyer directement au pont. Il faut rappeler que l'ouvrage a été fait il y a très longtemps et ça n'a pas été adapté au niveau de la circulation actuelle. Donc il va falloir rehausser cet ouvrage-là qui est trop bas. En attendant la construction d'un nouvel ouvrage de franchissement et la fin de ces travaux d'urgence en cours, les alentours du site se transforment en un dépotoir. Ce chiffre à retenir ce soir, 6 millions d'euros, c'est le montant que l'Union européenne accorde aux organisations de la société civile guinéenne. Ce fonds permettra aux acteurs de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Un comité de gestion du fonds est mis en place et il vient de tenir sa toute première réunion. Younoussa Taweli Kamara nous signe ce reportage. L'Union européenne accorde une enveloppe financière de 6 millions d'euros à la société civile guinéenne. Une contribution prévue dans le 10e FED de l'institution. Les fonds du 10e FED, l'Union européenne a décidé d'appuyer le renforcement des capacités de la société civile guinéenne et également le repositionnement dans l'espace public guinéen. Et ceci à travers le programme d'appui à la société civile, le PASOK, pour un montant de 6 millions d'euros. Pour une gestion efficace des ressources, un comité de pilotage du programme d'appui à la société civile est mis en place. Son rôle, superviser et coordonner l'orientation et la ligne d'action du programme. Dans ce comité de pilotage, comme c'est un programme qui vise à appuyer la société civile, effectivement, la société civile est bien représentée. Vous avez 5 représentants de la société civile, des représentants d'organisations
humanitaires et d'autres organisations dans la base, mais également des organisations, des représentants de projets, un représentant du ministère de l'administration territoriale et de la centralisation. Le délai d'exécution du programme est très court, puisqu'ils ont cité des contraintes liées non seulement aux facteurs de démarrage par rapport à la crise d'Ebola, mais aujourd'hui il faut vraiment, ce que nous souhaitons, qu'il y ait un avenant pour permettre véritablement de rallonger un peu le délai. Les différentes recommandations de cette session sont soumises aux partenaires financiers de la société civile guinéenne. Ceux-ci devraient les prendre en compte pour permettre aux partenaires sociaux de s'impliquer davantage dans la consolidation de l'état de droit en Guinée. Fin à Kindia de la retraite des élus du peuple, fait marquant de ce conclave et l'engagement des femmes parlementaires à porter le flambeau de la réconciliation nationale. Pour atteindre cet objectif, elles comptent passer par des campagnes de sensibilisation pour, disent-elles, rétablir la vérité. Abdoulaye Ningelande Diallo, de retour de Kindia. Nous engageons à construire, à partir du séminaire de Kindia, un pont entre la mouvance et l'opposition guinéenne. Tel est l'engagement des femmes parlementaires de Guinée. Elles sont issues des 3 groupes parlementaires de la 3e législature. Désormais, elles décident de porter le flambeau de la réconciliation nationale en s'inspirant des expériences des pays comme le Rwanda. Au Rwanda aujourd'hui, il n'y a plus de Tutsis, il n'y a plus de Hutus. Les femmes se sont mises en place pour développer vraiment leur pays. Donc, ce n'est pas sorcier pour nous aussi, les femmes en Guinée, de nous mettre ensemble afin que notre pays aille de l'avant. Certes, c'est difficile, le chemin est long, mais il faut qu'on arrive à ça. Cela fait suite au renforcement de leurs capacités sur les enjeux de la réconciliation nationale. Les Nations Unies, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, restent convaincus que l'appropriation des résultats de cette retraite permettrait de rétablir la vérité. Dans la déclaration du comité technique et du vice-président, nous avons remarqué que l'unanimité s'est faite autour de cette problématique. Au terme de 4 jours d'intenses travaux, des cadeaux sont offerts aux experts, histoire d'immortaliser cette rencontre de Kindia dont le but principal est de réconcilier les Guinéens dans la vérité et la justice. La convergence républicaine des acquis pour le changement CRAC a été face à la presse. Objectif à faire le point sur la situation sociopolitique et économique du pays. Les conférenciers ont mis en exergue les efforts fournis par le gouvernement du changement. Kina Boubari. En 2015, c'était le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé. Cette année, le CRAC change d'appellation et devient la convergence républicaine des acquis pour le changement. La CRAC, nous soutenons les actions du président. Nous ne sommes pas un parti politique, nous soutenons les actions du président, mais de façon très objective. Face à la presse jeudi, les responsables de la CRAC ont passé en revue plusieurs sujets sociopolitiques et économiques du pays. Prenons la balance de paiement. Elle était chroniquement déficitaire. Le solde viable ne pouvait pas couvrir 8 jours d'importation. Prenons le trésor. L'endettement du trésor auprès du système bancaire. Il était de 6 600 milliards. La Guinée avait une pyramide de la dette de 3 milliards 100 millions de dollars. Dette accumulée de manière cumulative pendant les gestions antérieures. Poursuivant, le vice-président de la CRAC a abordé quelques sujets liés à la réussite socio-économique du gouvernement du professeur Alpha Condé. Au sein de la Grande Muette, l'heure est à la vulgarisation du document cadre de la réforme du secteur de sécurité. Kindia constitue l'avant-dernière étape de cette opération, une réforme engagée par les autorités de la Troisième République. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire.
La région de Kindia a abrité ce séminaire de restitution et d'appropriation des documents cadres sur les acquis de la réforme du secteur de sécurité à la population guinéenne. Un programme soutenu depuis son enclenchement par les partenaires au développement. C'est aussi l'un des mandats du système des Nations Unies qui est engagé dans la consolidation de la paix. Et sans la paix, il n'y a pas le développement. Sans la paix, il n'y a pas la sécurité. Et c'est sur ce volet sécurité que vous êtes en train de travailler. Et pour nous, c'est une interpellation. Nous voulons avec vous évaluer le niveau d'implication des structures déconcentrées dans le processus de réforme, mesurer le niveau d'exécution des activités de la stratégie nationale d'action prioritaire à la base, informer et contribuer au rapprochement des populations civiles avec leurs forces de défense et de sécurité. Durant 4 jours, les participants se sont penchés sur les acquis du document cadre. Il s'agit de partager ces documents, leur contenu, leur signification. Et puisque ces documents portent sur une problématique d'actualité qu'est la sécurité, voir de quelle manière nous pouvons les enrichir par rapport à l'évolution de la problématique sécuritaire aujourd'hui que le monde connaît. Dans les jours à venir, ce séminaire de restitution et d'appropriation sur les acquis de la réforme va se poursuivre dans la région de Boké. Dans l'actualité encore, célébration du 17e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, communément appelée la fête du trône. En Guinée, c'est l'ambassade du royaume chérifien qui a servi de cadre à la célébration des festivités, une occasion pour magnifier l'axe de coopération entre Conakry et Rabat. Explication, Hadja Ramatoulaye Touré. Le 30 juillet est devenu une date repère pour les Marocains et leurs amis. Ils célèbrent l'intronisation du roi Mohamed VI. Ce 17e anniversaire a lieu en prélude aux préparatifs de la COP 22 qui se tiendra en novembre à Marrakech. La fête du trône est l'expression du lien indéfectible entre le roi et son peuple. L'ambassadeur du Maroc a rappelé les axes de la coopération bilatérale. Il souligne la qualité des liens historiques et exemplaires entre les deux pays. Nous sommes actuellement dans un tournant très important pour l'avenir climatique et environnemental de notre planète. La mobilisation est urgente et les défis énormes n'attendons pas. La Guinée, pour sa part, mesure toute l'importance de cette question pour les raisons que l'on sait. De plus, Monsieur le Président de la République est désigné par ses pairs africains comme coordonnateur des engagements de l'Afrique dans le cadre des négociations mondiales sur le climat et les énergies renouvelables. L'excellence de la coopération bilatérale entre le royaume chérifien et la Guinée est saluée par le ministre guinéen des Affaires étrangères. La République de Guinée reconnaît et félicite le peuple et le gouvernement marocain de tous les sacrifices consentis par eux pour le développement économique de notre pays à travers la coopération tout azimut dans les domaines de la santé, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la formation de nos imams, comme tant d'autres secteurs. Le Maroc est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée. Monde rural avec la restitution de l'étude de suivi des indicateurs de développement rural vers une gestion axée sur les résultats. L'initiative vise à améliorer la synergie des interventions dans le secteur. L'étude pilotée par le projet d'appui au secteur agricole compte redynamiser la capacité de mobilisation des ressources financières. Fodé Camara, reportage. Pour une prospérité partagée et plus de complémentarité des actions de promotion rurale, la Banque mondiale et le gouvernement financent le PASAG, projet d'appui au secteur agricole à hauteur de 15 millions de dollars. Aujourd'hui, le principal cheval de bataille du PASAG est d'aider le monde rural, au sens élargi du terme, à mobiliser et absorber pleinement les ressources financières par le suivi à la loupe des indicateurs de résultats. Les résultats de mes travaux indiquent clairement qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés dans le cadre du financement de l'agriculture, mais il faut davantage encore augmenter cette allocation de ressources. Aujourd'hui, il était question de faire un plaidoyer pour plus de financement en faveur du secteur agricole.
Ceci passe à travers la revue de la situation, regarder comment les indicateurs par rapport au décaissement, les allocations en faveur du secteur, l'alignement, l'utilisation des moyens mis à la disposition du secteur et le fonctionnement du secteur agricole. Cette étude sur le suivi des indicateurs de résultats vise à renforcer les capacités des cadres des bureaux de stratégie et de développement des 4 ministères sectoriels du développement rural, agriculture, élevage, pêche et environnement. Objectif, redynamiser la chaîne de planification, suivi, évaluation et passation des marchés. Cette étude est une étude assez importante qui nous permet de faire la photographie du budget que nous allouons au développement rural, faire en sorte que nous voyions l'efficacité et l'efficience de l'exécution de ce budget. Le projet d'appui au secteur agricole vient booster la mise en œuvre du PNIASA, Plan national d'investissement et de sécurité alimentaire, un outil de lutte contre la pauvreté devant assainir le climat des affaires en milieu rural pour attirer les investissements. Environnement avec l'engagement des étudiants de la 7e et 3e promotion de biochimie et de biologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, d'où l'organisation d'une conférence débat sur les problèmes actuels de l'environnement. La protection de l'écosystème est désormais leur cheval de bataille. Explication Valérie Talimane, Habib Thiam. Ce débat scientifique se tient au moment où l'humanité est préoccupée par la montée du changement climatique, une problématique environnementale provoquée par l'homme à travers la déforestation, les feux de brousse et les pollutions industrielles. D'où le thème « Les problèmes actuels de l'environnement ». À travers cette conférence, étudiants et experts préconisent de nouvelles approches pour atténuer le phénomène. Aujourd'hui, l'environnement est tout à fait détruit. Et il y a fait de brise par là, et des gaz à effet de serre, notamment l'atmosphère est polluée. Et pour remédier cela, je pense que c'est un problème mondial déjà. Pour remédier cela, nous les étudiants, nous avons pris thème les problèmes environnementaux. Et chercheurs encore ici dans ce problème environnemental, nous avons parlé des problématiques, nous avons parlé des solutions. Et notamment ce sont les solutions qu'il faut apporter. Et ces solutions aussi doivent être mises en place. Pour cette ancienne ministre de l'Environnement, c'est un impératif pour chacun de s'impliquer dans la lutte contre la dégradation de la nature. Le thème de la conférence sur le changement climatique, c'est bien réfléchi, car aujourd'hui, les changements climatiques sont réels. Ils sont ressentis en Guinée, un peu partout à travers le monde. Les conséquences sont énormes. Les eaux maritimes remontent, l'érosion côtière s'aggrave, et certaines maladies prolifèrent. Tout cela est dû au changement climatique. C'est pourquoi les projets nationaux doivent être là, doivent être élaborés, doivent être exécutés. C'est vrai que les projets existent aujourd'hui, c'est-à-dire les documents de projet existent, mais leur exécution fait défaut. Des représentations artistiques et culturelles ont rappelé les défis du changement climatique. Un plaidoyer de la 7e et 3e promotion de biologie et biochimie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les VBG, on en parle aussi dans ce journal car la pratique persiste encore. Magistrats et officiers de police judiciaire débattent du sujet. C'était lors d'une session de formation. Pendant 3 jours, ils ont passé au crible tous les contours liés au concept JAR avec pour objectif numéro 1, lutter contre les violences basées sur le genre en Guinée. Tchaonoba Shirdialo, Guinée Yansani. Ils sont magistrats, médecins, officiers de police judiciaire, représentants de la société civile et organes de défenseurs des droits de l'homme. Un cocktail important d'acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Généralement, on a constaté qu'à la suite des plaintes, les dossiers n'évoluent pas, soit parce qu'il y a une pression sociale ou religieuse qui amène les OPJ à abandonner la poursuite, donc à décourager les victimes. Cet atelier nous a permis de comprendre et de mettre main, nous pousser à mettre main sur les auteurs. En tant que représentante de ma brigade, je serai porte-parole auprès de mes collègues afin que ce fléau puisse être
qu'on puisse mettre fin à ce fléau dans notre pays. Après une session de formation sur les violences basées sur le genre, le Haut Commissariat des droits de l'homme et ses partenaires veulent créer une synergie dans les actions de lutte contre cette pratique en Guinée. Les officiers vont maintenant mettre en application les recommandations ou les connaissances acquises au cours de cet atelier dans leur comportement de tous les jours. Après 3 jours de formation, ces acteurs souhaitent faire de la lutte contre les violences basées sur le genre leur cheval de bataille. Page santé, les malformations chez les enfants, il en existe un peu partout à travers le monde. Pour prévenir ces cas de malformation, une molécule est en expérimentation à Conakry. Ce produit est un supplément de vitamines utilisé pour les femmes enceintes. Mikini Moussa Kamara, Samara Tolno. Nous sommes à la maternité du CHU d'Ignasdi, un établissement qui ne désemplit pas. Ici, comme dans la plupart des structures sanitaires du pays, 10 à 30% des femmes enceintes consultées souffrent d'anémie. À cause de la précarité chez nos femmes et de l'insuffisance d'apport nutritionnel en fer, il y a une carence en fer qui s'installe, donc un déficit de la fonction des globules rouges qui est de transporter l'oxygène vers les organes. Ce qui fait que chez ces femmes anémiées, en plus à la fin de la grossesse, quand il y a des hémorragies, les conséquences sont plus dramatiques pour ces femmes que chez les femmes qui ne sont pas enceintes. Pour lutter contre cette maladie, les professionnels de santé préconisent un nouveau produit. Son nom, le dent prénatal. Un médicament générique allemand destiné aux femmes, en particulier celles enceintes. Ce médicament peut être prescrit par un paramédical, peut être conseillé par un pharmacien et peut être prescrit par un professeur parce qu'il n'y a qu'un complément alimentaire qui aide à bien, quand une fois la femme est enceinte, il fera une grossesse saine. Ce nouveau générique sera disponible dans les pharmacies du pays dans quelques jours. À base de compléments alimentaires, le DEM prénatal est utilisé bien par les femmes enceintes ou celles qui désirent. Des vivres, des vêtements et autres accessoires pour les enfants orphelins du centre Regina Maris de Kipé, une action de charité d'une compatriote résidant à l'étranger, Bernadette Silas Sissono, réaffirme son engagement à soutenir la prise en charge des tout-petits dans cet établissement voué à la cause des déshérités. L'ambiance sur place à suivre dans ce reportage que nous propose Habib Kiam. Tous sont des déshérités, mais ils n'ont pas certes un destin commun. Parmi ces jeunes orphelins du centre Regina Maris de Kipé, se dessine petit à petit le futur d'un adolescent qui semble émerger. Après le décès de mon papa, maman n'avait plus rien. Bon, elle travaille dans ce centre, elle nous a envoyé dans le centre. Maman Henriette, elle s'est occupée de moi, de la 7e jusqu'en terminale. Et cette année, j'ai eu mon bac. Elle a énormément fait beaucoup de choses pour nous, les orphelins de Regina. Pour pérenniser ce talent, le centre Regina Maris a besoin d'un coup de pouce. Des attentes que tente de combler DB Project, une association guinéenne caritative basée aux États-Unis. Depuis 5 ans, elle apporte le sourire à ces jeunes orphelins. J'ai fait la collection de ces dons pendant quelques mois. Des habits, des vêtements, des chaussures, des draps. On a envoyé une douzaine de sacs de riz, du sucre, juste des denrées alimentaires pour les enfants. Nous vivons de dons. Nous vivons de dons. Donc tout don est bienvenu. Donc à ma fille Bernadette, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Un montant symbolique est également offert à l'orphelinat. Dès sa création en 2013, l'ONG donatrice a bâti son programme autour d'un idéal: assister les femmes et les enfants déshérités. Enfin, sport, handball, la fin de la 4e édition du tournoi Challenge Trophy avec la double finale Guinée-Sénégal en série filles et garçons. Près de 17 équipes ont pris part au tournoi qualificatif. Ibrahim Assouri Fofana pour plus de détails. En première heure, la finale en série filles, la Guinée recevait le Sénégal. Chacune des équipes ayant terminé première de sa poule. Un match plein d'engagement et de suspense qui témoigne du bon niveau atteint par le handball dans la zone 2 du Conseil supérieur des sports en Afrique. Les Guinéens prennent de l'ascendant avec quelques répliques de l'adversaire. À la mi-temps,
Guinée 15, Sénégal 12. À la reprise, fouettés dans leur orgueil, les Sénégalaises reviennent avec détermination pour combler leur retard. Mais la détermination et la fougue des Guinéens ont fini par l'emporter. À la fin du temps réglementaire, la Guinée est déclarée vainqueur sur un score de 28-24. En deuxième heure, la finale en série garçon, le Sénégal recevait la Guinée. En match de poule, la sélection guinéenne avait gagné sur le Sénégal 22-21. À l'occasion de cette finale, le Sénégal a joué la carte de la revanche, vainqueur à la mi-temps 15-11. Les Lions se sont imposés au coup de sifflet final avec 6 buts d'écart, 28-22, remportant ainsi le trophée. Salomatou Kamara de la Guinée est élue meilleure joueuse du tournoi et Mohamed Faye de la Mauritanie, meilleur joueur. Plusieurs trophées et médailles ont été décernés aux meilleures équipes, à savoir la Guinée, le Sénégal et le Cap-Vert en filles, le Sénégal, la Guinée et le Mali en garçons. Les équipes guinéennes ont été reçues par le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique qui les a félicitées pour leurs prestations au cours du tournoi. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos, c'est avec Seydou Diallo. À bientôt, Inch'Allah.